J'accompagne les salariés et les employeurs dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Nous, on est là pour faire le pas de côté. En réalité, le contrat de travail n'est pas forcément écrit. Il peut être oral. On n'est pas obligé d'avoir un contrat de travail écrit. Alors, les dirigeants viennent nous voir dès le début, quand ils ont l'idée de créer une entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, ils viennent nous voir pour les accompagner dans toutes leurs problématiques RH. Le meilleur des avocats, c'est celui qui connaît bien la boîte, qui connaît aussi les collaborateurs. Eh bien, bonjour, ravie de te recevoir. C'est un épisode un peu particulier parce qu'on va se faire un petit focus sur du droit et particulièrement du droit du travail. Mais comme d'habitude, on va commencer par contre, comme d'habitude, par une petite présentation. Qui es-tu et quelle est ton expertise? Raconte-moi tout. Merci beaucoup Alexandra pour ton invitation. Alors, qui suis-je? Guillaume Guettem. Quelle est mon expertise? Je suis avocat depuis 17 ans maintenant, avocat au barreau de Lille. Et j'interviens, on va dire 90% de mon temps en droit du travail. C'est-à-dire que j'accompagne les salariés et les employeurs dans les difficultés qu'ils peuvent rencontrer au quotidien, que ce soit en conseil, c'est-à-dire qu'on peut accompagner des salariés ou des employeurs dans le conseil sur la mise en place d'une organisation, sur une prise de recul sur une situation que peut rencontrer une entreprise ou un salarié, ou en contentieux, c'est-à-dire que quand les choses ne vont pas forcément bien, amener le dossier devant le conseil de prud'homme, en sachant aussi qu'au cabinet, donc je suis au cabinet, le cabinet dans lequel je travaille, c'est essentiel, à la Madeleine, on essaye d'éviter au maximum le contentieux. En fait, on a un petit peu cette image qui est américaine, mais qui est un peu dans l'air du temps et qui, à mon sens, est un peu l'avenir. C'est-à-dire qu'on considère qu'aller voir un juge, c'est un échec. Oui. On ne veut pas y aller. C'est pas qu'on les aime pas. Mais... Et parfois, on a même l'impression que avocat égale contentieux. Donc déjà, tu me dis que ce n'est pas forcément le cas, donc on enlève déjà un préjugé dès le départ. Pourquoi tu as choisi le droit du travail? Pourquoi c'était la spécialité qui te plaît? Et d'ailleurs, tu as dit 90%, les 10% restants, c'est sur quel type de... Oui, pardon. On fait du droit des sociétés. Ok. En fait, qui est en lien quand même... un peu avec la première expertise qui fait que ça te permet d'accompagner aussi tes clients sur un domaine un peu plus large, non? Oui, en fait, nos clients sont essentiellement des cadres dans des situations un peu particulières, c'est-à-dire qu'ils soit ils sont en partie de leur structure, ou soit ils souhaitent partir, ou il y a un accord entre l'employeur et le salarié pour qu'ils partent pour X raisons. Donc nous, on les accompagne dans la sortie, donc on optimise leur sortie, fait en sorte qu'elle soit la plus avantageuse, aussi pour l'employeur. Et derrière, ils ont souvent des projets de création de boîte. Oui, c'est ça. Et on fait la passerelle donc, entre la sortie et la création. Et on s'est développé comme ça. Et c'est vrai que pour nous, le client parfait, c'est le cadre qui veut partir, qui est en train de partir et qui derrière a un projet de création de société. Qui va monter sa propre structure. Et donc, pourquoi le droit du travail? Alors, pourquoi le droit du travail? C'est assez... je vais vous donner une anecdote. Quand on a fondé notre cabinet, on était 3 associés. J'avais un associé qui faisait du droit immobilier, j'ai une autre associée qui fait du droit de la famille et moi qui faisais du droit du travail. Mon associé qui faisait du droit immobilier, lui a fait une formation en droit du travail. Ok. Et a fait du droit immobilier. Et moi, c'est l'inverse. J'ai une formation en droit immobilier et j'ai développé le droit du travail. En fait, c'est assez étonnant parce que je devais faire du droit immobilier, donc la construction, etc. Et en fait, les clients venaient me voir pour du droit du travail. Ok, donc en fait, ça s'est fait par opportunité, j'ai envie de dire, d'affaires. Absolument, mais je pense que c'était parce que j'étais en phase par rapport à ce contentieux. Enfin, c'est un contentieux qui est très technique. Il y a vraiment des vraies difficultés juridiques, mais derrière, il y a des vraies situations humaines. Et c'est le fait... Je pense que c'est le mélange entre l'humain et le droit qui m'intéresse. Oui, tu as plus d'humain dans le travail que dans l'immobilier. Je trouve. Après, je ne sais pas s'ils disent la même chose, les confrères en droit immobilier, mais effectivement, quand ils parlent d'immeubles ou autre, moi, ça me... Oui, c'est ça. Enfin, ça paraît à peu près logique, ça m'affecte en tout cas. Pas, quoi. Ouais. Et donc, par rapport à ton quotidien, si déjà tu devais donner un conseil, à quel moment on vient te voir? C'est quoi le meilleur moment pour venir te voir? J'appelle ça les signaux. C'est au moment où on sent que la situation avec son employeur commence à se dégrader. À se tendre.
ou qu'on commence à ne plus être en phase avec les valeurs de l'entreprise ou avec la politique de l'entreprise, ou même parfois quand on n'est plus en phase avec son manager, qu'on sent qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et donc les signaux, ça peut être... c'est un peu l'exemple du salarié qui, pendant X années, on va dire pendant 10 ans, est le salarié modèle, et qui, du jour au lendemain, devient le salarié qui pose difficulté, qui est moins performant. En tout cas, c'est le message qui est donné par sa direction. Qui n'accepte pas le changement, qui n'accepte pas les nouveaux arrivants, qui... Oui, absolument. Ça. Ouais. Et c'est assez évocateur, parce que généralement, quand il y a un changement de direction, un manager qui change, on arrive... Alors, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent générateur de changement de situation pour les collaborateurs. Bien sûr. Et parfois, ça amène à des situations un peu compliquées. Et là, on doit intervenir. En fait, je pense qu'on est... je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas très longtemps, j'ai une DRH qui m'a contacté en me disant que, en fait, elle venait me voir de manière un peu anticipée parce qu'elle sentait qu'elle allait rencontrer des difficultés avec sa manager. Il y avait des tensions, il y avait des incompréhensions. Donc je l'ai écouté et je suis pas rentré dans sa logique. D'accord. Qui consisterait à dire oui, effectivement, vous avez raison, il y a des tensions, il est peut-être temps de partir. Tout à fait. Ce que j'appelle mettre de l'huile sur le feu. J'étais, ce qu'on appelle nous l'écoute active, donc j'ai écouté ce qu'elle m'a raconté. Et en fait, je l'ai amenée peut-être à se questionner elle-même. Et finalement, ça a porté ses fruits parce que finalement, elle s'est questionnée. Elle est revenue voir son manager et grâce à ça, en fait, elles ont pu retrouver une communication parce que son manager... Oui, c'est ça. C'est la communication qui est parfois le premier dégradant, en tout cas, dans une relation entre deux personnes, quoi. Oui, absolument. Et c'est vrai que c'est des signaux... Et je pense que c'est aussi le rôle de l'avocat, à un moment, de dire non, mais... vous êtes peut-être dans l'erreur dans votre interprétation. Essayez de voir les choses d'une autre manière, de prendre du recul. Et ça évite derrière des situations qui peuvent être catastrophiques. C'est ce que j'allais dire. Donc finalement, en fait, tu peux même intervenir sur des situations où on ne va pas jusqu'au départ, finalement, du cadre, mais bien sur un repositionnement par rapport, ou une remotivation par rapport à de nouveaux enjeux, par rapport à une nouvelle réflexion ou par rapport juste à le fait d'avoir communiqué, quoi. Oui, absolument. Et je trouve que, pour moi, ça fait partie du rôle de l'avocat. Alors, ce que je dis souvent, c'est le mot que j'ai en tête, en tout cas, quand je veux définir ma mission. Nous, on est là pour faire le pas de côté. C'est-à-dire que les salariés ou les employeurs sont dans une situation, ils manquent peut-être de recul. Et le fait d'aller voir un avocat, donc, qui va expliquer juridiquement les droits, ça permet aussi de sortir un petit peu de cette situation qui peut être soit en début de conflit ou un peu plus loin, et de regarder ce qui se passe. Ouais. Je pense que c'est ça notre rôle. Et après, le salarié ou l'employeur, le client, il prend sa décision. Est-ce qu'effectivement, je peux faire quelque chose pour modifier cette situation, ou non, j'estime que je ne suis pas responsable à 100% de cette situation, et je veux sortir. Et là, on les accompagne. Et donc là, je prends le cas d'un cadre qui vient te voir et c'est très avancé avec l'entreprise. C'est sûr qu'il y a une fin annoncée. Comment tu l'accompagnes ? Est-ce que tu accompagnes toujours de la même manière ? Est-ce que tu vas regarder un certain nombre d'éléments avant ? Comment ça se passe ? En fait, on va suivre une méthode. C'est-à-dire que on va prendre un rendez-vous, donc le premier rendez-vous avec le cadre, où on va faire ce qu'on appelle de l'écoute active. On va laisser s'exprimer le cadre, on va le challenger sur certains éléments pour vérifier qu'il est vraiment en phase avec la situation ou la décision. Ouais. Une fois qu'on a passé ce rendez-vous, on va lui demander des éléments. C'est-à-dire des éléments objectifs, c'est-à-dire ses fiches de paie, ses contrats de travail, ses avenants, ses éventuels échanges de mails avec les managers ou autres, et on va réaliser un audit. D'accord. L'audit est d'une part financier, c'est-à-dire qu'est-ce que le cadre peut aller demander, chercher auprès de son entreprise, et également quels sont les éléments objectifs qui lui permettent d'aller demander ces sommes. Oui, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, et une fois qu'on a réalisé cet audit, on va reprogrammer un rendez-vous avec le cadre et on va établir une stratégie. C'est-à-dire qu'on va lui délivrer
notre analyse, le résultat de notre analyse, et avec lui, on va se mettre ensemble en phase par rapport à une stratégie, une cible et un objectif à atteindre. Et à partir de là, en fait, l'idée que j'ai, c'est on va aller négocier une enveloppe auprès de l'employeur et ensuite on optimise cette enveloppe. C'est comment on fait en sorte que cette enveloppe soit intéressante tant pour l'entreprise que pour le salarié. Ok. Et qu'est-ce que tu vas regarder dans un contrat de travail qui va être déterminant dans ta stratégie ? Peut-être je repose aussi la question, c'est finalement, qu'est-ce qui est intéressant dans un contrat de travail ? Qu'est-ce qu'on doit particulièrement regarder ? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante parce qu'en réalité, le contrat de travail, on pense toujours que le contrat de travail, il est écrit. En réalité, le contrat de travail n'est pas forcément écrit. Il peut être oral. Ah bon ? Oui, on n'est pas obligé d'avoir un contrat de travail écrit. Le contrat de travail en France, de base, c'est un CDI avec 35 heures. Donc, s'il n'y a pas de contrat écrit, on part sur un CDI à 35 heures. S'il y a un contrat écrit, légèrement, il y a des contrats écrits, on va aller rechercher des éléments qui puissent aménager ces deux règles essentielles. Donc, ça peut être un CDD, donc un contrat à durée déterminée, ou un contrat à temps partiel, pour aller, si vous voulez, à l'encontre du principe. Généralement, alors juste pour terminer, en France, on a un droit protecteur du salarié. On a des dispositions d'ordre public, c'est-à-dire que c'est des dispositions qui s'appliquent peu importe ce qui est prévu dans les contrats. C'est-à-dire que vous pouvez dire dans un contrat, je vais embaucher un salarié à 50 heures par semaine, c'est bien, vous l'avez écrit dans votre contrat, mais on ne pourra pas l'appliquer parce que ça va à l'encontre de dispositions d'ordre public. Donc finalement, comme le droit est très encadré en France, c'est la loi qu'on va regarder et la convention collective. D'accord. Généralement, dans les entreprises, il y a des conventions collectives avec des règles spécifiques. Ce qu'on regarde alors, spécifiquement pour les cadres dans les contrats de travail, c'est la durée du temps de travail. D'accord. Parce que généralement, ils sont ce qu'on appelle au forfait jour. Oui. C'est qu'ils ont, en France, on a le principe, donc 35 heures par semaine. Sauf que pour les cadres, c'est difficile à mettre en place. Bien sûr. Donc on a prévu, la loi, j'y suis pour rien, un cadre qui permet de décompter le temps de travail en nombre de jours par an. Tout à fait. Sauf qu'on pourrait se dire, c'est bien, c'est généralement 218 jours par an. On va dire, on va faire travailler un cadre 218 jours par an, mais on va vraiment le faire travailler 24 heures sur 24, ce qui n'est pas possible. Donc pour pouvoir admettre cette exception, le législateur a souhaité mettre en place des garde-fous, des garanties. Donc il exige qu'il y ait une convention, donc un contrat, qui prévoit l'organisation du forfait jour, donc le décompte par jour, le respect entre vie privée et vie professionnelle, le droit à la déconnexion, etc. Donc ça, c'est le cadre contractuel. Ensuite, on va regarder, parce qu'on pourrait se dire, j'ai écrit dans le contrat qu'on a un droit à la déconnexion, qu'on a un respect vie privée, vie professionnelle, mais finalement, ça ne s'applique pas. C'est-à-dire qu'on l'a écrit, mais le cadre, il travaille 24 heures sur 24, 218 jours. Donc, on va vérifier que l'employeur respecte les conditions qui sont mises dans le contrat, avec des entretiens réguliers, au moins une fois par an, sur la charge de travail, notamment. Donc on va regarder dans le contrat si le cadre il est bien au forfait jour et si c'est respecté. D'accord. Si c'est pas respecté, déjà on a un premier élément, ça veut dire que le cadre finalement ne peut pas être considéré comme au forfait jour. Puisque les conditions ne sont pas respectées, on va venir dire vous étiez en fait aux 35 heures, nonobstant la convention de forfait jour. D'accord. Et là, on voit déjà un premier levier de négociation, c'est-à-dire que vous nous avez appliqué... Toutes les heures non payées, quoi. Exactement, sur les heures supplémentaires, qui est un levier hyper puissant pour les cadres. Et c'est assez étonnant parce qu'on pense que, généralement, les grosses entreprises sont celles qui sont les plus en risque par rapport au forfait jour, parce qu'elles écrivent bien les choses, mais elles ne le respectent pas. D'accord, ok. Donc, ce qui fait que ça peut être... c'est un vrai levier. Donc ça, c'est la première chose. Ouais. On regarde la durée du temps de travail, comment c'est organisé. Et ensuite, on va regarder des clauses spécifiques, type clause de non-concurrence. Est-ce que le salarié a une clause de non-concurrence ? Est-elle valable ? Parce que si... Ça, c'est légal, parce que j'avais entendu, mais c'est peut-être faux, que finalement, la plupart du temps, elles n'étaient pas vraiment applicables. Alors, c'est vrai que pour appliquer une clause de non-concurrence, c'est assez compliqué, parce qu'il y a des conditions qui sont strictes.
Il faut qu'elles soient limitées sur un territoire. Ouais. Il faut qu'elles aient une durée. Alors, une durée, c'est pas 10 ans, hein, c'est entre 1 et 2 ans. D'accord. Il faut qu'il y ait une contrepartie financière Ok. qui soit raisonnable. Par exemple, si on a une clause de non-concurrence, alors j'exagère un peu Oui, dans oui. les exemples, mais où on interdit à un salarié de travailler en France, dans son secteur, sur 2 ans, et en contrepartie de cette interdiction, on lui verse 10% de son salaire, on va considérer qu'elle est déséquilibrée. Bien sûr. Donc, elle n'est pas applicable. Et après, il faut que la clause elle soit conforme aux intérêts légitimes de l'entreprise. C'est-à-dire, alors je vais vous redonner un autre exemple, plus le niveau de compétence du salarié est élevé, plus la clause va avoir vocation à s'appliquer. Oui. En gros, Je suis d'accord. si on a quelqu'un Ouais. qui est... alors, c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, mais si on a quelqu'un qui est, par exemple, à l'accueil d'une entreprise et qu'on lui colle une clause de non-concurrence en disant qu'il ne peut pas travailler dans une autre entreprise Bien sûr. à l'accueil, ça ne se justifie pas par les intérêts Bien sûr. de l'entreprise. En revanche, et je le vois notamment beaucoup dans la convention collective de la chimie, on a un chimiste, un biologiste, qui travaille pour une entreprise dans un secteur assez particulier, la recherche, le développement d'un laboratoire. Ce chimiste, il va avoir connaissance de process et de données ultra confidentielles. Bien sûr. D'innovation. Etc. Donc si ce chimiste va chez un concurrent avec le savoir qu'il Bien a sûr. et les données, là on va avoir Là, on des peut l'entendre. difficultés. Ouais. Mais encore faut-il que la clause soit extrêmement bien rédigée. Bon, généralement dans les chimies, ils sont accompagnés de conseils et les Oui, clauses j'imagine. sont bien protégées. Et donc, juste pour avoir une petite idée, aujourd'hui, combien de contentieux restent avant, j'ai envie de dire, les prud'hommes? Combien tu arrives à régler de négociations, j'ai envie de dire, avant d'aller au prud'homme? Alors, vraiment au cabinet, c'est notre plus-value, notre compétence particulière. fierté. Notre fierté. Ouais. On est tous formés à la négociation raisonnée. On est je suis désolé du terme, mais on est sur un taux d'échec de 20%. C'est-à-dire qu'on a 80% de nos dossiers qui se terminent par un accord. C'est important. Oui. Tu connais la moyenne ou pas? Je ne sais pas s'il y a un chiffre qui existe. Non, c'est difficile. Non, parce que c'est pas des choses qui sont... on n'a pas de données... c'est des datas confidentielles, donc on n'a pas de données là-dessus. Ce qui est vrai, c'est que depuis qu'il y a le fameux barème Macron, on a tendance quand même à développer les accords. C'est quoi ce barème Macron? J'allais le préciser, je me suis bien dit que ça allait être la question. Désolé, hein, mais... Non, mais tu as tout à fait raison. En fait, quand on est licencié et qu'on conteste son licenciement, la seule, et c'est là où justement je trouve que ça n'a pas de sens, la seule sanction pour l'employeur, elle est indemnitaire. Ok. C'est-à-dire qu'on ne va jamais avoir de l'employeur, par le conseil de prud'homme, une reconnaissance de l'employeur qui vient dire effectivement, j'aurais pas dû vous licencier, j'ai fait n'importe quoi, je m'excuse, à la limite, ça serait le Graal. Et ce qui est logique, après chacun prend sa position. Donc ça se règle toujours en dommages-intérêts. D'accord. Et le barème Macron, donc c'est ce qui a été mis par notre président quand il était ministre, vient dire que quand vous avez un licenciement qui est requalifié, donc quand votre licenciement est estimé injustifié par le conseil de prud'homme, vous avez le droit à une indemnisation qui est comprise entre un minimum et un maximum. Généralement, c'est 3 mois minimum, et le maximum est en fonction de l'ancienneté du salarié. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, alors je n'ai pas les chiffres en tête, parce qu'il est assez... c'est pas qu'il est complexe, mais il y a beaucoup de standards dans ce barème. Si vous avez 15 ans d'ancienneté, vous avez le droit au maximum, alors je me trompe sans doute, mais c'est 12 mois maximum. D'accord, ok. De salaire. Ok. Vous ne pouvez pas aller au-delà. D'accord. Et vous avez 3 mois minimum. Ce qui fait que finalement, quand on engage un contentieux, on sait le maximum que le salarié peut avoir. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant le barème Macron, c'était si vous aviez plus de 2 ans d'ancienneté et que votre entreprise avait plus de 11 salariés, vous aviez au minimum 6 mois de salaire. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui fait que... oui, ça change la donne, ouais. On pouvait partir... moi, je me souviens de saisines du conseil de prud'homme, alors quand j'étais côté employeur, on voyait des situations où le type, il demandait 100 mois de salaire. Ce qui était totalement... c'était farfelu. À aucun moment, un conseil de prud'homme bien donnera sûr, 100 mois de salaire. Sauf que
ce qui est quand on établit notre requête, donc le document qui saisit conseil de prud'homme, si on dit au salarié qu'on va demander 100 mois de salaire, lui, il va s'attendre à avoir les 100 mois de salaire. Bien sûr. Et ce qui fait que pour la négociation, c'est compliqué Mais parce que nous, on va revenir sur des bases réalistes et le salarié ne va pas comprendre, quoi. Donc c'était un peu une erreur. Sauf qu'à la fin, il va être quand même déçu parce qu'il n'aura jamais ce qu'il attendait, quoi. Et il perd du temps et donc on rentre dans une machine plus difficile en fait à tous les niveaux, et psychologique et financier. Oui, et c'est vrai que par expérience, quand on appelle le salarié et qu'on lui dit bon bah vous avez gagné au prud'homme, vous avez le droit, je sais pas, X mois de salaire, c'est rare qu'on ait une explosion de joie. Mais ouais. Parce qu'en réalité, il faut savoir que les données, les statistiques sur les prud'hommes, il me semble qu'un dossier prud'homal, quand vous l'engagez et quand il se termine, il y a 14 mois d'attente. Mais c'est ça. C'est énorme. Donc c'est long, en fait. Et vous payez un avocat en plus pendant ce temps-là. Donc c'est long et coûteux. Il y a 80% des dossiers qui finissent en appel. C'est-à-dire que sur un dossier, il y en a 80% qui ne se terminent pas au prud'homme, qui vont en appel. Le délai d'appel, il est de 16 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous saisissez le conseil de prud'homme et au moment où vous avez votre décision définitive, il y a à peu près un petit 3 ans. Oui. Donc il n'y a plus de joie derrière. Eh ben non, le salarié... Il n'y a plus de joie. Et puis pendant 3 ans, vous vivez avec ça. C'est-à-dire qu'on s'échange des pièces et des conclusions entre les parties. C'est pour ça que je disais psychologiquement, en fait, c'est un épuisement de partir sur ce type de procédure. On ne va pas se mentir, c'est épuisant. Donc, et pour les deux, hein, pour l'employeur et le salarié. Bien sûr, oui, non, bien sûr, je ne mets pas tout à la charge, bien sûr, de l'employé. Et pour avancer sur aussi sur cet accompagnement que tu fais auprès des salariés cadres, et après on passera aussi à la partie dirigeant parce que c'est intéressant, il y a aussi une particularité en préparant l'émission, tu m'as dit, c'est le cadre actionnaire. Oui. Donc là, c'est encore une autre démarche. Parce qu'en fait, là, il y a... c'est intéressant parce que souvent, on part sur des négociations. C'est qu'on a la situation du salarié donc, qui va discuter de sa sortie avec son employeur. Et à côté, on a la situation de l'actionnaire qui va négocier sa sortie de l'actionnariat. Et avec, généralement, des relais, des liens. Souvent, dans les pactes d'associés, on voit que si le salarié perd sa qualité, il va forcément perdre sa qualité d'actionnaire. Bien sûr. Et va se poser la question de la valorisation des actions qu'il va vendre. Et c'est marrant parce qu'en ce moment, j'ai pas mal de dossiers là-dessus. Si on est dans un conflit, donc c'est-à-dire que le salarié va contester son licenciement, le fait générateur de sa sortie de l'actionnariat, c'est le licenciement. D'accord. Si le conseil de prud'homme vient dire votre licenciement il est injustifié, on va venir dire en sa qualité d'actionnaire que la sortie est injustifiée. Donc ça va remettre en cause finalement sa sortie. Et ça va permettre au salarié d'aller rechercher auprès de ses associés, auprès de l'entreprise, l'ensemble des dividendes qu'il n'a pas pu percevoir le temps de la procédure prud'homale, voire également la valorisation, parce que si la société a une valorisation plus importante, il est en droit d'aller chercher le manque à gagner au moment où il est sorti. Donc en fait, on voit bien que ces situations-là sont forcément liées et que c'est aussi des choses qui... Moi, j'invite vraiment les parties, que ce soit l'employeur, le salarié et les actionnaires, à se mettre autour d'une table pour régler ces difficultés. Parce que finalement, ça crée des incertitudes au niveau des actions, au niveau de l'actionnariat, et ça crée des incertitudes aussi en interne au niveau de l'entreprise. Donc il faut vraiment, pour moi, la négociation est très importante. Et aussi en amont, il faut aussi le prévoir. C'est-à-dire que quand vous proposez à des salariés des actions, vraiment, faites attention à la rédaction du pacte d'actionnaires et de la sortie et de la valorisation et prévoir toutes les hypothèses parce que quand ça commence à coincer, c'est sur le pacte qu'on va se référer. Et ce pacte, c'est donc un document complémentaire qui va être proposé en fait à tous ces cadres qui peuvent être actionnaires. C'est une particularité justement, ce pacte sur lequel aussi vous accompagnez dans le cabinet ? Oui, en fait, c'est un peu notre force, c'est-à-dire qu'on est capable d'être
accompagner les difficultés du travail Ouais, et les difficultés des associés, bien sûr. parce qu'on voit les deux dans le cadre de nos dossiers, alors contentieux ou de négo. Et effectivement, on accompagne les entreprises dans le cadre des rédactions de statuts. Bon, ça mène pas trop de difficultés, mais surtout sur les pactes d'associés. Ouais. Les pactes d'associés, c'est un contrat qui est prévu entre les associés et qui finalement régissent la vie de la société, leurs relations tout au long de la vie de la société, avec une particularité, enfin une sensibilité, c'est qu'il faut absolument prévoir la sortie. Ouais. Comment ça se passe quand on s'entend plus et qu'on doit sortir de l'entreprise. Parce qu'on ne peut pas et sortir et garder ses actions, ça c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est possible, mais c'est rare. C'est rare, et la difficulté c'est que quand on a un salarié qui est... après tout dépend de la situation, mais si on a un salarié qui est mécontent, qui reste associé de l'entreprise, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une assemblée générale, à chaque fois qu'il se passe un événement au sein de la société, on a quelqu'un qui vient mettre un peu un grain de sable. Oui, qui est un vrai détracteur dans un certain nombre de décisions à prendre. Donc ça, je pense qu'il faut aussi l'anticiper. Ça peut jouer sur la vision de l'entreprise, ça peut jouer sur aussi la bonne entente entre les actionnaires. Peu importe le nombre, là j'ai un exemple d'un détracteur qui met un peu qui monte des actionnaires les uns contre les autres. Ouais. En fait. Et ça, pour le coup, ça va à l'encontre d'une vision positive de l'entreprise et d'un développement positif. Et là, dans ces cas-là, le dirigeant a des possibilités de lui demander de sortir. Justement, dans ces conditions de sortie, est-ce que ça peut faire partie du pacte ou... J'espère. Ouais. Parce qu'il faut... En tout cas, ça fait partie de ton conseil. C'est une préconisation plus, comme on dit. Parce qu'il faut avoir en tête que quand on a des parts, on est propriétaire de parts. On ne peut pas exproprier les gens. Enfin, en France, ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas dire à un actionnaire, si rien n'est prévu, il faut que tu dégages, faut que tu partes. Bien sûr. L'actionnaire, on ne peut pas lui retirer ses parts si ce n'est pas prévu dans les statuts et surtout dans le pacte. Donc, il faut vraiment faire attention à ces points-là. Quand on... de toute façon, même quand ce n'est pas un salarié, j'ai envie de dire, dès qu'on s'associe, je dis toujours un peu de cette manière, c'est une comparaison peut-être un peu malencontreuse, mais une association, c'est un mariage qui est basé que sur l'argent. Il n'y a pas de sentiment, donc c'est encore plus compliqué. Et quand on vend ses parts, c'est un divorce, pareil, mais divorce qui est que sur l'argent. Bien sûr. C'est tout ce que la problématique des divorces, il y en a deux, c'est l'argent et les enfants. Bon, là, heureusement, parfois, il y a des filiales, ça peut être considéré comme des enfants. Mais il n'y a pas cette notion de sentiment, comme tu disais. Ouais. Il n'y a pas d'affect. Pour terminer sur la partie salarié, pour après partir sur la partie dirigeant, est-ce que, j'ai cette vision en tout cas, est-ce qu'il est plus facile pour un salarié cadre d'être accompagné quand il fait partie d'un grand groupe que d'une petite structure, ou est-ce qu'il peut avoir exactement le même accompagnement et les mêmes aides? Alors, il y a forcément des différences. Après, l'accompagnement avocat est le même, que ce soit en petite structure ou en grande structure. En revanche, dans les grosses structures, c'est structuré et organisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, mais au-delà de 11 salariés, on doit mettre en place un CSE. Au-delà de 50, on a un CSE un peu plus robuste, avec un peu plus de missions et d'attributions, ce qui fait qu'il y a un accompagnement naturel. Parce que dans les CSE, quand on organise les élections du CSE, il y a 2 tours. Le premier tour, c'est des salariés qui sont mandatés par des syndicats qui peuvent se présenter. S'il n'y a pas de salariés élus représentants des syndicats, c'est des salariés non syndiqués qui peuvent être élus. Donc plus la société est grande, et forcément plus bien sûr. Il va y avoir la présence des syndicats. Et les syndicats sont là pour aider les salariés. Ils sont là pour les conseiller, pour les informer sur notamment les questions juridiques. Donc, quand on est dans une grosse structure, on a forcément les CSE qui sont structurés parce qu'il y a l'aide des syndicats et également des représentants syndicaux qui peuvent être en accompagnement des salariés. J'y mettrais peut-être une petite réserve, c'est qu'après tout dépend du niveau de cadre, mais les cadres, plus on monte dans les compétences,
plus ils sont éloignés des syndicats. Oui, Parce qu'ils complètement. eux, ils sont en frontal avec Bien les sûr, syndicats. bien sûr, Puisqu'ils managent des collaborateurs qui sont eux-mêmes syndiqués. bien sûr. Donc ça peut être un peu compliqué pour ces cadres-là. Après, on a ce qu'on appelle la CFE-CGC, donc c'est un syndicat de cadres qui peut être là en relais. Mais généralement, par expérience, dans tous les cadres que j'ai accompagnés, il y en a très très peu, voire pas, qui ont d'étiquette syndicale. Après, ils peuvent on va dire de manière temporaire ou ponctuelle se faire accompagner par un représentant syndical, mais c'est vraiment pas dans leur ADN. Mmh. J'ai cet exemple là, d'un cadre, ouais, c'est un actionnaire fondateur, il vend sa société et dans le cadre de la cession, il devient salarié. Les relations se tendent avec celui qui a racheté sa société. On l'accompagne il se fait licencier. Et là se pose la question de l'assistance à l'entretien préalable. Parce que quand vous êtes convoqué à un entretien préalable, vous pouvez vous faire assister par un représentant des salariés. Tout à fait. Et là, il est allé se faire accompagner par un représentant d'un syndicat bien connu en France, mais qui est plutôt côté... on va dire un syndicat contestataire. Oui, oui. Et il était lui-même embêté de se dire mais moi je n'adhère pas à ces valeurs, c'est pas que je les ai combattus, mais oui, c'est mais des ça personnes que j'ai en face de moi. Ça moi. a été compliqué pendant des années. Exactement. Et là, tout d'un coup, il demande de l'aide à ce syndicat pour aller l'accompagner à l'entretien préalable. Et il était un peu embêté. Et c'est vrai qu'autour de lui, quand il en parlait dans son environnement de cadre et fondateur, les gens se moquaient un peu de lui, quoi. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. J'ai trouvé ça assez marrant comme situation. Pour le coup, oui, c'est sûr que ça fait partie des anecdotes qu'on aime bien raconter, en tout cas dont on se souvient. Et est-ce qu'une entreprise française qui se fait racheter par une entreprise internationale, alors encore une fois, je te donne une idée reçue qui est sûrement pas du tout bonne, mais je me fais racheter par des Américains. Ils sont beaucoup moins doux que nous sur le droit. Ils doivent quand même se soumettre à notre législation, malgré tout. Absolument. Tant que l'entreprise reste en France et soumise au droit français, enfin, si elle reste en France, elle est soumise au droit français, ils pourront faire tout ce qu'ils veulent, ils devront respecter le droit français. Et c'est assez étonnant parce que les Américains, les Allemands, même un peu les Hollandais, ont peur du droit français. Je veux bien le croire. Et ils ont peur des prud'hommes. C'est-à-dire que, enfin, je ne devrais pas dire ça, mais on s'en sert souvent comme argument. Bien on sûr. sait qu'on a une parce entreprise pour toi, américaine, c'est bon. donc on sait qu'ils ont peur, donc on y va. On dit, allez, on va leur faire vraiment peur, quoi. Là, t'aimes bien, c'est jackpot, tu dis, allez, on y va. Le dossier, c'est bon. Ouais, et en même temps, en réfléchissant, je me dis qu'au-delà de la peur, je pense qu'eux, ils ont la culture de la négo. Bien sûr. Oui. C'est surtout qu'ils n'ont pas l'équivalent, en fait. Donc, de toute façon, c'est la négo qui prévaut. Par exemple, aux États-Unis, et je pense qu'on tend vers ça en France, qu'on n'a plus les moyens de notre justice, on discute, et si on ne discute pas, on va devant le juge. Et si on va devant le juge, c'est vraiment qu'on est nul. Ouais. Il y a vraiment cette culture de l'échec d'aller devoir un juge. Je ne sais pas si... après, on le voit vraiment dans cette série Suits. C'est une série qui est hyper, qui tourne autour des avocats de la négo, et on le voit à chaque fois, c'est bon, ok, vous voulez vraiment qu'on aille devant le juge? En fait, ils n'ont pas peur tant du juge, c'est vraiment la peur de l'image de on n'a pas réussi à discuter, mince, on va devant le juge, quoi. C'est pour l'ego, quoi. Exactement. Et je pense qu'en France on y arrive, parce que quand on voit, nous avocats, on est dans le monde judiciaire, et sincèrement, moi je dis à tout le monde, ne vous confrontez jamais à la justice. C'est violent, c'est long, et c'est extrêmement aléatoire. C'est-à-dire qu'il y a un peu cette image, à un moment on avait cette image d'être comparaison, j'ai souvent entendu d'avocats, d'employeurs, mais les salariés ils considèrent que les prud'hommes c'est le loto. En gros, on va au prud'homme et ça tombe automatiquement. Jackpot, ça tombe, c'est loin d'être le cas, très très loin d'être le cas. Et tu as vu justement une évolution dans ton métier depuis que tu l'exerces. Tu as dit 17 ans, je crois, de mémoire. Tu as vu une évolution là sur ton domaine à toi, sur cette justice qu'on dit malade, effectivement. Tu le ressens aussi? J'ai donné un exemple qui est assez frappant. Avant, on saisissait le juge, on avait des délais qui étaient encore assez raisonnables. Et c'est un exemple qui m'a marqué. On a connu des situations où il a fallu qu'on donne du papier au conseil de prud'homme pour qu'il puisse
imprimer Ah ouais. les jugements. Ils n'ont plus de moyens. Ah ouais, Donc, c'est violent. Très défaillant. Ah. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'en ce moment, ils sont en train de réfléchir. Quand on plaide un dossier au prud'homme, on doit donner 5 jeux de conclusion, donc c'est nos arguments, et un jeu de pièces. Ça fait des dossiers énormes. Ah bah ouais, je veux bien le croire. On tue des arbres. Hein. Clairement, les avocats tuent des arbres tous les jours pour donner des... Et là, ils sont en train de réfléchir à la digitalisation. J'allais te dire, et la démat, on en est où, ouais. Ouais. Donc là, ils sont en train de réfléchir pour trouver une appli, un logiciel, pour pouvoir justement faire en sorte que les conseillers puissent avoir des conclusions et des pièces dématérialisées. Sauf que vous pouvez aller dans n'importe quel prud'homme en France, il n'y a aucun juge qui a un ordinateur. Ah ouais. Donc je trouve encore une fois, ça va un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à une digitalisation, mais ils n'ont pas les outils pour... C'est vrai que tu vois jamais d'ordi dans les salles ou quoi que ce soit. En fait, c'est encore très, très... oui. À l'ancienne, quoi. On est vraiment à une autre époque. Donc oui, depuis que j'ai commencé à jouer une évolution, et là je vois depuis quelques années une évolution qui est assez marquée, on va vers la négo. Ouais. On y va. Oui. C'est ce que tu disais. C'est ce qu'on a. Alors, je pense qu'en France, on a du mal avec les termes. On parle de marde. La marde, c'est des mesures alternatives au règlement des différends. C'est-à-dire que au lieu d'aller voir un juge, au lieu de soumettre notre dossier à une juridiction, en fait, on a des outils qui sont regroupés sous le terme générique et malencontreux de marde. C'est par exemple la médiation, la conciliation, la négociation, etc. Et en ce moment, on communique beaucoup, mais autour des mardes. Sauf que je pense que si on va dans la rue et qu'on interroge n'importe qui, il n'y en a aucun qui va nous répondre sur qu'est-ce que le marde. Je pense qu'ils vont nous regarder en disant mais de quoi tu me parles? Ah ben moi, j'en ai jamais entendu parler, hein, clairement. Et c'est marrant parce je suis au Conseil de l'Ordre en ce moment et on réfléchit beaucoup sur justement comment communiquer. Et on a fait appel à une agence de communication sur les mardes. Et ils avaient créé ce que je trouvais hyper évocateur, un site internet, une landing page comme ils disent, où c'est marre d'attendre. Justement, et c'est exactement ça. Et en fait, on en a marre d'attendre la justice, donc on prend. Donc c'est à nous de prendre les décisions avant d'y arriver, quoi. Ouais. Et donc il y a tout un développement autour justement de... Des autres solutions alternatives qui permettent justement d'éviter ça. Ah, exactement. Maintenant, on va s'intéresser aussi côté dirigeant, parce qu'on a beaucoup parlé du salarié cadre. Maintenant, côté dirigeant, à quel moment ils viennent te voir? Pour quel type de raisons en général et comment tu les accompagnes aussi, toi, dans leur quotidien? Et pareil, en préambule de l'émission, on parlait... quelle que soit la taille de l'entreprise, de la solitude du dirigeant. Donc, on va parler, si ça te va, un peu de tous ces sujets. Donc déjà, à quel moment un dirigeant vient te voir aujourd'hui et toi, tu lui conseillerais de venir te voir plutôt quand? Alors, les dirigeants viennent nous voir dès le début, quand ils ont l'idée de créer une entreprise. D'accord. Donc là, on les accompagne avec les associés ou autres pour créer et structurer la vie de l'entreprise. Et une fois que l'entreprise est créée, ils viennent nous voir pour les accompagner dans toutes leurs problématiques RH, ressources humaines, que ce soit l'embauche du premier salarié, donc la mise en place contractuelle. Donc on l'accompagne et ensuite dans son développement en fonction des questions juridiques qui se posent vraiment au niveau de la relation employeur-salarié. Ouais. On les accompagne également dans la mise en place du CSE. Donc, quand on dépasse ce fameux seuil de 11 salariés au bout d'1 an, donc il y a des élections à organiser, un protocole préélectoral, etc. Et après, donc là, c'est dans la vie de l'entreprise, toutes les questions qui sont autour du CSE, parce qu'il y a des vraies problématiques. Et ensuite, malheureusement, quand on doit se séparer d'un collaborateur, la stratégie à mettre en place. Et souvent, nous, on accompagne vraiment aussi la négociation de sortie. Voilà. Et après, dans toutes les questions juridiques, ce n'est pas forcément nous qui allons y répondre parce qu'on n'a pas les compétences, mais on a toujours autour de nous des confrères, des partenaires. Tu sers d'intermédiaire dans ces cas-là. Exactement. Par exemple, nous, on ne fait pas tout ce qui est enquête interne. Oui. Quand un salarié se plaint de harcèlement moral, le dirigeant, maintenant, systématiquement, va engager une enquête. D'accord. Et on l'invite à le faire. Oui. Ça, on ne fait pas et on délègue à des confrères qui se sont spécialisés là-dedans. L'API, je ne fais pas aussi, tout ce qui est propriété intellectuelle. Les difficultés de RGPD.
Ça, pareil. Oui, bah ça, c'est encore d'autres spécialités, effectivement. Donc, la plupart du temps, en fait, tu vas connaître vraiment le dirigeant dès le départ. Absolument. Ouais. Il y en a jamais qui viennent te voir après parce que finalement, ils étaient, je sais pas, ils ont voulu changer ou choses comme ça. Ça arrive ou en général, la relation, elle est vraiment pérenne avec un dirigeant. Alors nous, on fait tout ce qui est dans notre, notre mesure pour accompagner le dirigeant et faire en sorte qu'il n'aille pas avoir d'autres Oui, confrères. de ton côté, oui, mais ça Après, peut arriver. ça arrive Oui, pour plein de raisons. bien sûr. Donc on reçoit effectivement des dirigeants qui peuvent être mécontents de leur avocat ou avec qui ils ont peut-être parfois des incompréhensions, ils ne comprennent pas comment fonctionne leur avocat. Moi, je n'ai pas vocation à piquer, entre guillemets, les clients des autres confrères. Non, je sais bien. Non, c'était pas dans ce sens-là. Non, je n'ai pas pris du tout dans ce sens-là, mais ce que je veux dire, c'est que si je sais qu'il est accompagné par un autre confrère, je l'interroge pour ça. Qu'est-ce qui le motive à changer ? Ouais. Et si je vois que les motivations, elles peuvent être un problème de communication ou autre, généralement, je l'invite à recontacter le confrère pour maintenir cette relation. Parce que je pense que l'avocat, le meilleur des avocats, c'est celui qui connaît bien la boîte. Oui, bien sûr. Celui qui bien est sûr. là depuis un petit moment, qui connaît les valeurs, l'ADN, la manière de réfléchir, qui connaît aussi les collaborateurs. Donc, je trouve que c'est assez dommage de mettre fin à une relation avec quelque part un atout que moi je n'ai pas forcément de base. Après, si le dirigeant est mécontent et que l'avocat n'a pas fait ce qu'il faut, on l'accompagne avec grand plaisir. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser, est-ce que tu as le droit d'accompagner une structure, enfin un dirigeant et un salarié cadre qui vient te voir et qui veut partir, tu as le droit de faire les deux ? Non. Ah oui. Là, pour le coup, on a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Oui, c'est ça. On a des intérêts contradictoires. C'est bien ce que je pensais. Certains le font, moi je le fais pas. Et généralement, quand on est... on peut nous demander d'être dans cette situation. Et là, pour le coup, on renvoie l'une des parties vers un autre confrère. D'accord. Qu'on peut identifier comme étant plutôt négociant. Bah oui, parce que dans la négo, en fait, ça va pas le faire. Puisque toi, tu viens avec une enveloppe d'un côté, puis une enveloppe de l'autre. Puis... En fait, je suis pas schizophrène, je n'y arrive pas, quoi. Donc, il y a ça aussi, quand tu choisis d'accompagner un dirigeant, tu sais que voilà, tout ce qui va se passer de l'autre côté, j'ai envie de dire, du miroir, ça sera géré par d'autres. Et donc, dans cet accompagnement du dirigeant, tu vas avoir exactement, j'ai envie de dire, la même lecture quand il va y avoir, en tout cas, un sujet avec un collaborateur qui souhaite partir, ou en tout cas qu'il faudrait faire partir. Ça va être la même stratégie ? Non, c'est vraiment pas la même stratégie, mais l'atout, c'est qu'on arrive facilement à lire la stratégie de l'autre partie. Ouais. On voit comment il va réagir. Parce que tu sais très bien, et bien parce sûr. que je suis souvent aussi de l'autre côté, donc ce qui fait... Et pareil, quand je suis salarié, j'arrive à lire à peu près la stratégie du dirigeant. Donc je trouve que c'est un atout, parce que ça nous permet d'anticiper et de bien diriger, bien amener le dossier, on va dire. Et donc, ça va être quoi plutôt ton accompagnement côté dirigeant ? C'est toujours quand même première étape, j'écoute ? Toujours. Ouais, toujours. Ça reste, j'imagine, identique. Et après, vu que tu l'as accompagné dès le départ, j'imagine que tout ce qui va être contrat ou choses comme ça, tu le sais, tu connais. Ouais. Donc ça, tu n'en as pas forcément besoin. C'est plutôt tu vas plutôt effectivement l'accompagner sur une négo qui te semble... jouable pour tout le monde, j'ai envie de dire, acceptable côté dirigeant, mais aussi côté salarié. Oui, en fait, le dirigeant, ce qu'il va avoir en tête, c'est le risque. Ouais. Il a pris une décision. Bon, après, nous, on peut le challenger sur sa décision. Est-ce que c'est la bonne décision ou pas ? Après, ça ne nous revient pas. Mais bien sûr. On peut peut-être l'aiguiller en disant il y a peut-être une autre manière de faire, une autre manière de voir les choses. Et la deuxième chose, c'est le risque. Qu'est-ce que je risque à me séparer de ce collaborateur ? Donc, pareil, on fait un audit. Le risque, il est de temps. Et notre rôle, ça va être de limiter au maximum ce risque, d'un point de vue financier et d'un point de vue managérial aussi. Bien sûr. Parce qu'il y a des effets secondaires, entre guillemets, quand on se sépare d'un collaborateur, c'est par rapport aux équipes. Exactement. Comment on fait pour qu'il y ait le moins d'impact dans les équipes. Et tu me disais aussi en préambule, j'imagine que tu accompagnes aussi dans le risque de ne pas faire des choses qu'il ne faut pas faire, en tout cas au nom de la loi, j'ai presque envie de dire. Donc, par exemple, il y a ce collaborateur qu'on veut gentiment faire partir parce que ça ne va plus pour X raisons et on n'est pas là pour les citer. Mais en même temps, il faut que je trouve le prochain.
comment on fait puisque tu me donnais l'exemple de Collab qui avait trouvé presque leur offre d'emploi disponible avant même qu'eux-mêmes soient partis. Donc ça, il y a aussi des règles et tu les accompagnes aussi là-dessus, j'imagine. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je donnais l'exemple quand on parlait des signaux. Quand est-ce que je dois me dire, oula, ça commence à sentir mauvais pour moi. J'avais l'exemple d'un salarié qui avait retrouvé son offre d'emploi, enfin l'offre de son emploi, sur les réseaux. Donc là, je pense que c'est un signal fort. Le Là, ça sent pas bon. Il cherche, il cherche quelqu'un. En fait, on ne peut pas faire ça légalement parce que quand on veut se séparer d'un collaborateur, on doit engager une procédure de licenciement. Enfin, quand on part sur un licenciement, parce qu'après, il y a la rupture conventionnelle également. On doit convoquer le salarié à un entretien préalable. Donc, on a des délais. C'est 5 jours ouvrables entre le moment où on le convoque et le moment où il y a l'entretien préalable. On se tient à l'entretien préalable. Donc, pareil, il y a des choses à respecter. Et à la suite de cet entretien préalable, on doit attendre 48 heures avant de prendre sa décision. On ne peut pas licencier un salarié avant ce délai de 48 heures. C'est-à-dire que pareil, à l'entretien préalable, il ne faut surtout pas dire au salarié, je vais te virer, tu vas dégager. Parce que pour le coup, là, on respecte. Ouais, exactement. Et là, tu peux faire ce que tu veux, mais tu pars. C'est pas possible, malheureusement. Quoi. Donc ça, nous, on les accompagne. On leur permet d'avoir un peu le pas de côté et d'éviter un risque un peu fort pour l'entreprise. Donc si on a quelqu'un qui met une offre d'emploi avant tout ce processus, forcément, ça va à l'encontre de la procédure. Et là, il n'aurait pas respecté la procédure et il encourt un risque pour l'entreprise. On ne peut pas dire, non, mais chercher le deuxième, j'avais une création de poste. Non, c'est grillé, quoi. Après, on peut toujours tous plaide, comme on dit, mais il faut, quand on va devant le conseil de prud'homme, il faut voir comment ils vont prendre la situation. Mais je pense qu'ils vont dire, ils se foutent de moi, là. Et aujourd'hui, tu accompagnes combien, ça représente combien sur ces 90% que tu fais en droit du travail? Côté salarié, côté dirigeant, ça représente à peu près combien? On a vraiment plus côté salarié. Ouais. On doit avoir... par la volumétrie aussi. 70% de salariés et 30% côté employeur-entreprise. Et tu trouves qu'il y a un des deux côtés, alors je suis sûre que tu vas me répondre de manière neutre, mais un des deux côtés que tu trouves plus intéressant? Non, parce que dans les deux côtés, sincèrement, ce que j'aime bien, c'est avoir cette approche un peu où on anticipe ce qui se passe. Puis derrière, en fait, ce qui me motive, je pense que les équipes, c'est pareil, c'est un peu le challenge et l'enjeu. De se dire, on a une situation, comment on fait pour l'améliorer, comment on fait pour sortir. En fait, je crois que pour moi, le meilleur dossier, la meilleure situation, c'est quand, à la fin, tout le monde est content. Oui, non, mais bien sûr. L'employeur, le salarié. Bien sûr. Et finalement, que je sois du côté employeur ou côté salarié, c'est vraiment ça qui m'anime. Ce qui peut paraître bizarre on a toujours cette image de l'avocat, il va défendre bec et ongle son client, ce qui ne veut pas dire que je ne le fais pas. Mais tu vas le défendre dans une mesure où tu sais qu'à la fin, tout le monde va y retrouver quand même son compte. Je pense que pour le salarié, c'est aussi important que les choses se passent bien. Bien sûr. Et puis, le monde est petit. C'est qu'on peut avoir, par exemple, accompagner un salarié dans une situation, aller nourrir son conflit. Il va être effectivement en guerre avec son employeur et inversement. Puis, bien sûr. Le monde fait que le lendemain, quelques années plus tard, les choses s'inversent. L'employeur devient salarié du gars qui l'a viré et là... surtout sur certains secteurs, si tu veux rester sur un territoire ou quoi que ce soit, effectivement, là, c'est très, très petit. Ouais. Et dans le Nord, on sait que tout le monde se connaît. Tout va se savoir. Je suis bien d'accord. Et j'avais une autre question qui était, tu parlais de rupture conventionnelle. Oui. C'est vrai que pour l'instant, on n'en a pas trop parlé, en tout cas par rapport à... On a parlé globalement de négo. Pareil, j'avais entendu que ça s'était quand même pas mal tendu, le recours à la rupture conventionnelle. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne alternative que tu recommandes ? J'imagine qu'il y a des situations pour tout, mais... Ouais. Non, généralement, pour moi, la rupture conventionnelle, sur le principe, c'est top, deux parties qui se mettent d'accord. Sauf que la difficulté, c'est que en fait, j'ai souvent le cas de parties qui se disent « Ouais, on est d'accord sur une rupture conventionnelle, on va partir avec tant ». Et en fait, qui ne voient pas les conséquences de la rupture conventionnelle. Parce que la difficulté de la rupture conventionnelle, c'est que c'est chargé à 30%. Donc, il y a beaucoup de charges. D'accord. Sur les montants.
Et derrière, ça peut être catastrophique pour le salarié en termes de prise en charge Pôle emploi. D'accord. Je cite souvent cet exemple. D'ailleurs, c'était une copine qui m'appelle un jour un peu... elle travaillait pour une grosse boîte américaine, pas très humaine, d'après elle, mais je pense que c'était le cas. Elle se disait victime de harcèlement moral et je n'ai pas trop de doute là-dessus parce que je la connais. C'est pas quelqu'un qui crée au loup ouais, trop rapidement, quoi. Bien au contraire. Et elle essaie de sortir par le haut de cette situation et elle négocie une rupture conventionnelle avec son employeur. Par miracle, elle se dit, il accepte. Donc elle part avec une rupture conventionnelle et 6 mois de salaire. Et franchement, elle est contente. Et sur le papier, je trouve c'est ça bien. Je dis pas, franchement... le problème, c'est qu'elle était vraiment en harcèlement moral, c'est qu'elle avait besoin d'un temps pour se reconstruire. Oui. Et elle s'était dit, je vais prendre ce temps pour me reconstruire financièrement, etc. Le problème, c'est que ces 6 mois vont impacter ce qu'on appelle le délai de carence Pôle emploi. Oui. C'est-à-dire que toutes les sommes que le salarié perçoit au-delà de l'indemnité légale de licenciement génèrent un délai de carence qui peut être de 5 mois. Ah, ok. Donc, en gros, elle a eu 6 mois Bien sûr. pensant que ça va l'aider à faire des formations, oui. à aller voir un coach ou que sais-je. Et en fait, non, ces 6 mois lui ont permis de vivre. Juste de vivre, en fait. Le temps de faire la transition avant la prise en charge Pôle emploi. Et c'est là où elle était un peu frustrée parce qu'elle n'était pas au courant. C'est-à-dire que l'employeur ne l'a pas informée. Après, je ne sais pas si l'employeur était au courant non plus de cette règle. Et elle s'est dit, en fait, je me suis fait avoir. Ouais. Je ne pense pas qu'il soit au courant parce que je ne suis pas certaine. Déjà que ce délai de carence, je pense que très peu de gens le connaissent, tu vois. Déjà. En fait, il faut être confronté à la situation pour le... Pour le coup, moi, mon conjoint l'a eu, donc maintenant, je le connais. Mais honnêtement, on nous en parle jamais. On parle toujours d'un système, effectivement, très généreux. Il n'y a pas de remise en cause là-dessus. Mais avec quand même des conditions où, honnêtement, on ne les connaît pas. Non. Ouais, non, après, je sais pas, je connais pas l'entreprise, tu vois, système, mais c'est possible en tout cas que les gens ne le connaissent pas. Ah oui, mais clairement, de toute façon, à chaque fois que j'en parle, si on l'a pas vécu, on le sait pas. Exactement. Après, je comprends, le système social n'a pas vocation à pallier Bien sûr. Une situation financière qui est plutôt favorable. Sauf que ça va un peu faire fi de la réalité de la situation. Et de plus en plus... Alors, j'avais fait des posts LinkedIn là-dessus et en fait, j'ai reçu pas mal d'appels ou autres de salariés et d'employeurs qui avaient mis en place ce système en pensant bien faire. Ouais. Et ils se sont aperçus qu'en réalité, c'était favorable ni pour l'employeur parce qu'il se prenait 30% de charges qu'il peut éviter. Alors, j'espère que l'URSSAF ne nous écoutera pas, mais mon but, c'est pas non plus de frauder, hein, mais il y a d'autres montages. Et d'un côté, le salarié qui, lui aussi, avait ces 30% de charges parce que, mine de rien, c'est un manque à gagner pour lui. Et cette problématique avec France Travail. Ouais. Ok. Donc, et déjà, est-ce que la première partie de la question, c'était est-ce qu'on en voit moins? Parce que ça a été un peu légiféré aussi. Non, alors il y a eu énormément de parce que justement au début. Beaucoup taxé. Je crois que c'est ça qui a changé. Et ils ont retaxé les ruptures conventionnelles. Ouais. Et là, on revient à un système où il y a un peu un frein. Et puis, il y a un contexte économique, c'est-à-dire que ça, c'est un autre cadre que j'ai en ce moment d'ailleurs, qui donc on fait sa sortie, puis avant il me disait mais moi j'ai retrouvé un travail tout de suite, vu mon niveau d'expérience, le marché, etc. Je dis ok, parce que c'est une question qu'on pose aussi, c'est le niveau d'employabilité. Bien sûr. Par rapport au montage qu'on propose. Et il me dit non, aucun problème. Il est sorti. En fait, ça ne se passe pas comme il pense. Non. Le marché n'est pas si simple. Ce qui fait que quand on propose une rupture conventionnelle, pour le salarié, c'est aussi la question de ok, je veux bien partir parce que ça ne se passe pas bien, parce que machin, mais après, qu'est-ce que je fais ? Et combien de temps ça va me prendre ? Exactement. Et le marché, en ce moment, il n'est pas... en tout cas, sur les salaires, il est un peu tendu. Et c'est souvent cette question-là, c'est que c'est pas le même niveau de salaire. Exactement. Je peux pas prétendre à la même chose. Et je vois notamment, on a pas mal de SN aussi, donc les entreprises d'informatique qui en ce moment souffrent. Pareil, il y a quelques années, les salariés cadres, pour ces entreprises, c'était compliqué parce qu'il y avait un marché qui était hyper favorable, donc ils n'arrivaient pas à garder leurs équipes. Exactement. Ça s'est retourné. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Ils voudraient se délaisser,
Donc proposer des ruptures Bien sûr, conventionnelles. bien sûr. Et les salariés disent, ah, non, non, attendez, moi je ne sais pas si demain je vais retrouver un travail. Ouais, c'est exactement Donc c'est ça. aussi par Ouais, rapport ouais. au contexte. Enfin, il y a plusieurs éléments et je pense que le contexte en fait partie. Bah, c'est vrai qu'il y a des très grosses boîtes qui ont largement baissé leur volume comment on appelle ça, en tout cas de prestataires de SN qui venaient dans leur structure. Donc effectivement, soit ils ont internalisé, soit ils ont coupé les... Et surtout dans notre région. Oui, surtout dans notre région, Enfin, ouais. Ouais, tout à fait. Donc effectivement, oui, je me doute que pour tous ces salariés, effectivement, il y a aussi cette négo-là de mais combien de temps on envisage la possibilité de rebondir, retrouver, quoi. Exactement. D'où la question par rapport à la prise en charge France Travail. Parce que j'ai des salariés qui me disent non, mais moi, demain j'ai un emploi sans problème, et effectivement ça se passe comme ça. Bien sûr. Bah, là, la rupture conventionnelle peut être intéressante. Bien sûr. Parce qu'on sait que sur France Travail, il n'y aura pas de sujet. Bien sûr. Pareil pour ceux qui créent leur boîte. Ah, c'est justement, en plus, c'est bien parce que j'allais t'en reparler, puisque tu m'as dit en démarrage que tu accompagnais aussi certains cadres vers la création d'entreprises. Et pour le coup, c'est aussi un podcast dédié aux entrepreneurs. Donc ça, c'est aussi une bonne partie aujourd'hui de gens qui partent finalement sur leur propre création de structure. Oui, en fait, il y a deux faits générateurs. C'est je sens qu'il faut que je parte. Je vais me saisir de cette opportunité pour créer une boîte. Ouais. Et le deuxième, c'est non, mais moi, j'ai ça en moi, je suis entrepreneur. En fait, j'en ai ras-le-bol. Où je ne suis plus en phase avec le côté salarié. Il est temps, donc je pars. Et quand on crée une société, moi, je conseille, et je pense que c'est un conseil qui n'est pas... Il n'y a pas que moi qui le dis, mais la boîte, le nerf de la guerre, c'est la trésorerie. Une boîte qui n'a pas de trésorerie, je ne lui donne pas beaucoup de temps à vivre. Une boîte qui a une bonne trésorerie, je pense qu'elle peut essuyer à peu près toutes les crises. Quand vous créez votre boîte, généralement, le montage consiste à... je suis chez France Travail, donc je perçois une indemnisation chez France Travail, je crée ma boîte et je ne me verse pas de rémunération. Oui. Pourquoi ? Parce que tout ce que je mets en place, tout le chiffre d'affaires que je génère, je le garde dans la structure. En trésorerie, ce qui me permettra d'embaucher, de faire des investissements ou que sais-je, de gérer une boîte. Ce qui veut dire que quand le salarié part et crée sa boîte, il faut lui éviter un maximum ce délai de carence. Bien sûr. Parce que sinon, il va devoir manger soit sur ses fonds propres, s'il en a, soit sur la trésorerie qu'il est en train de constituer dans la société. Donc il faut absolument qu'on fasse attention, nous, quand on le sort, à faire en sorte que dès le début, il puisse être pris en charge par France Travail. Et ensuite, il développe sa boîte et il crée, il fait sa trésorerie et puis il avance, quoi. Parce que c'est, pour moi, pareil, on part sur la rupture conventionnelle, par exemple, le type, il part avec 6 mois. Et derrière, pendant 6 mois, il n'a pas de France Travail, donc il faut bien qu'il vive. Il va forcément, tout ce qu'il va générer en chiffre d'affaires, il va le récupérer tout de suite. Il va le récupérer en rémunération. Ouais. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Enfin, si on peut l'éviter, en tout cas, on le fera. Et tu as des bons retours, enfin, en tout cas, les gens qui se lancent, ça marche bien. T'en as plusieurs qui réussissent bien après dans leur activité. Moi, je pense que alors encore une fois, le contexte, il est très compliqué. C'est pour ça, Parce qu'on a accompagné quelques startups aussi, et malheureusement, il y en a beaucoup qui n'existent plus. Ouais. Après, je pense que c'est un peu l'effet start-up, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des problèmes de gestion aussi sur les start-up. Mais en gros, en faisant ça, je vois j'ai un bon retour, c'est-à-dire que j'ai 2 signaux. Le premier, c'est que ces personnes me recommandent. Donc, je me dis que s'ils me recommandent, c'est qu'ils sont contents. Bien sûr. Et je ne les revois pas. C'est-à-dire qu'ils sont lancés et créent leur boîte. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Et voilà. Et je les revois généralement quand ils ont leur premier conflit avec un salarié ou une difficulté commerciale. Auquel cas, nous, on ne fait pas, mais... voir la constitution d'un CSE, voir. Oui, exactement. Alors ça, c'est un peu plus long, mais oui, tout à fait. Ouais. Mais oui, pour moi, c'est mes 2 signaux, quoi. Super. Écoute, on a fait un bon petit tour de ce qu'on devait se dire ce matin. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose dans cet épisode ?
Non, pas forcément. Je pense que c'était assez complet sur les questions. En tout cas, je te remercie pour Ça a ces été un questions, plaisir, cet Guillaume. accueil. Pareillement. Ça a été un plaisir. Et puis, pour le coup, plein de belles suites. J'ai presque envie de dire plein de belles négos, même si c'est pas très... je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais en tout cas... Si, tu peux. En tout cas, c'est toujours pour de bonnes... comment dire, pour de bons succès derrière, comme on le disait, et pour le succès des uns et des autres. Donc, plein de bonnes choses pour la suite. Merci, Guillaume. Merci Alexandra. À bientôt. À bientôt. Oui. Merci.